La planche de chêne était lisse sous les mains calleuses de Peter tandis qu'il la passait avec le rabot, les copeaux s'enroulant en spirale parfaite, tombant sur le sol de l'atelier. Il travaillait sur cette table à manger depuis 3 semaines maintenant. Chaque coup le rapprochait de sa vision. Son téléphone vibrait contre l'établi. Peter s'assit sur le rabot et jeta un coup d'œil à l'écran. École primaire de Harbor Ridge. Son estomac se serra. Peter Kandrou. Monsieur Kandrou. La voix était celle d'une femme paniquée. Ici Madame Patterson de l'école primaire de Harbor Ridge. Vous devez venir à l'hôpital immédiatement. Weston s'est effondré pendant le cours de mathématiques. Les mots l'ont frappé violemment, mais la voix de Peter est restée ferme. Que s'est-il passé? Il a commencé à vomir. Puis il a semblé confus. Il ne se souvenait plus où il était. Les ambulanciers ont dit qu'il avait eu des convulsions dans l'ambulance. Peter était déjà en mouvement, attrapant ses clés. Quel hôpital? L'hôpital général de Harbor Ridge. Sa mère vous y attend. La porte de l'atelier a claqué derrière lui alors qu'il courait vers son camion. L'hôpital général de Harbor Ridge se dressait à l'orée de la ville, tel un monument de béton. Les portes automatiques s'ouvrirent brusquement. Peter aperçut Nan assise sur une chaise en plastique, les yeux rivés sur son téléphone. Où est-il? Demanda Peter. Point. Le visage de Nan était pâle, mais son maquillage était toujours impeccable. Ils ne veulent rien me dire. Ils ont juste dit d'attendre. Peter se dirigea vers la réception. La femme derrière le comptoir avait le regard bienveillant et les cheveux gris. Je suis Peter Kandrou. Mon fils Weston est arrivé de l'école primaire. Le médecin sera bientôt avec vous. Veuillez vous asseoir. Je veux voir mon fils. Monsieur, l'équipe médicale travaille avec lui en ce moment même. Peter resta debout. Rester assis, c'était comme abandonné. Un médecin en blouse verte se fraya un chemin à travers la double porte. Son visage portait le poids de la mauvaise nouvelle. Monsieur et Madame Kandrou, c'est nous, dit Peter. Le médecin était jeune, les yeux fatigués, derrière des lunettes à monture métallique. Je suis le docteur Morrison. Veuillez vous asseoir. Je reste debout. Parlez-moi de mon fils. Weston fit un arrêt cardiaque dans l'ambulance. Nous avons réussi à le réanimer, mais ses organes ont commencé à défaillir rapidement. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Il a marqué une pause. Je suis vraiment désolé. Weston est décédé à 14h47. La cause préliminaire semble être une défaillance organique aiguë. Peter ne bougeait plus, ne respirait plus. Weston était mort. Son fils de 10 ans avait disparu. C'est impossible, a dit Peter. Il était en bonne santé. Parfois, ce genre de choses arrive sans prévenir. Il aurait pu y avoir une maladie sous-jacente. Je veux le voir. La chambre d'hôpital était petite et stérile. Weston était allongé sur le lit, recouvert d'un drap blanc jusqu'au menton. Peter a tiré une chaise près du lit et s'est assis. Il a tendu la main et a touché celle de son fils, encore chaude. Je suis désolé, mon pote. Peter a murmuré, il est resté 1 heure. Lorsqu'il est finalement retourné dans la salle d'attente, Nan avait disparu. La réceptionniste a annoncé qu'elle était partie, qu'elle avait besoin d'air. Peter est rentré seul chez lui. 3 jours se sont écoulés dans un tourbillon d'organisation funéraire. Nan était occupé avec la paperasse. Lorsque Peter suggéra d'attendre les résultats de l'autopsie, elle secoua la tête. Nous devrions accepter cela et passer à autre chose, dit-elle. S'attarder sur les détails ne le ramènera pas. Mercredi matin, le docteur Eliza Harrow appela. Peter reconnut immédiatement sa voix. 3 ans plus tôt, lorsque le vieux Sullivan avait eu sa crise cardiaque dans l'allée de Peter, c'est le docteur Harrow qui lui avait expliqué ce qui s'était passé. Peter, j'ai besoin de vous voir. Pouvez-vous venir à mon bureau ce soir après les heures d'ouverture? De quoi s'agit-il? De l'autopsie de Weston. Il y a quelque chose que je dois vous montrer. Harbor Ridge était si petit que le bureau du médecin légiste partageait l'espace avec un greffier du comté dans une maison victorienne reconvertie sur Maple Street. Peter arriva à 19h. Le docteur Harrow l'accueillit à la porte latérale. Merci d'être venu, dit-elle. Je ne pouvais pas en parler au téléphone. Elle entra dans son bureau. Des livres de médecine s'alignaient sur les étagères et une petite lampe de bureau projetait une lumière jaune sur des papiers épars.
Asseyez-vous, Peter. Le docteur Harrow s'installa dans son fauteuil et sortit une chemise en papier craft. Je suis médecin légiste ici depuis 15 ans. Je n'ai jamais rien vu de tel. Comme quoi? Elle ouvrit le dossier et en sortit une photo. Je l'ai trouvée lors de l'autopsie de Weston. Peter avait pris la photo. On y voyait quelque chose de petit et métallique, de la taille d'une pilule, avec de minuscules fils qui partaient d'une extrémité. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Mais ça a été implanté chirurgicalement près de son rein gauche. Un placement très précis. Des incisions très nettes. Ce n'était pas un accident. Peter fixa le dispositif. Quelqu'un l'a implanté chez mon fils récemment. L'incision montre des signes de cicatrisation, mais elle est récente, peut-être 2 ou 3 semaines. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Le docteur Harrow se renversa dans son fauteuil. J'espère que vous pourrez m'aider à comprendre. Weston a-t-il consulté des médecins récemment? Des interventions, pensa Peter. Non. Nan s'occupe de la plupart des aspects médicaux, mais elle m'aurait prévenu s'il avait dû être opéré. Peter, je ne peux pas affirmer qu'une défaillance organique aiguë est la cause du décès. Pas avec ce dispositif dans son corps. J'ai besoin de savoir ce que c'est et pourquoi il était là. En avez-vous parlé à quelqu'un d'autre? Non. Et je ne le ferai pas tant que nous n'aurons pas compris à quoi nous avons affaire. Peter rentra chez lui avec une photo dans la poche de sa veste. Quelqu'un avait violé son fils, l'avait transformé en une sorte d'expérience. La maison était plongée dans l'obscurité lorsqu'il s'engagea dans l'allée. La voiture de Nan avait disparu. Peter se dirigea directement vers le bureau de Nan. Son ordinateur portable était posé sur le bureau près de la fenêtre, habituellement fermée, mais pas verrouillée. L'écran s'illumina lorsqu'il l'ouvrit. Aucun mot de passe n'était requis. Peter parcourut les dossiers récents, les documents de travail de Lanx Pharmaceuticals, les brouillons de mai, les listes de courses. Rien en rapport avec les soins médicaux de Weston. Mais là, enfoui dans un dossier personnel, il trouva quelque chose qui lui glaça le sang. Un dossier nommé « Sujet 9X Weston K ». Peter ouvrit le dossier avec des doigts engourdis. Le document ressemblait à un rapport médical, chargé de termes techniques et de mesures qui se lisaient comme une expérience scientifique. Le sujet de l'étude 9X a démontré une amélioration du traitement cognitif lors des tests préliminaires. Son temps de réaction a diminué de 12% par rapport à la valeur initiale. La rétention mnésique a montré une légère amélioration. Il est recommandé d'augmenter la dose à 15 mg par semaine. Effets secondaires constatés. Légère nausée. Difficulté à dormir. Maux d'estomac occasionnels. Le sujet rapporte se sentir différent, mais ne peut pas en donner les détails. Le moniteur affiche des marqueurs de stress élevés pendant les heures de cours. Remarque, le sujet ignore sa participation à l'essai. Article de couverture sur le maintien de l'efficacité des compléments vitaminiques. Peter a lu le document 3 fois avant de comprendre. Quelqu'un avait administré des médicaments à Weston à son insu. Quelqu'un l'avait testé, surveillé, traité comme un animal de laboratoire. Peter a parcouru d'autres dossiers, des photos de Weston à différents âges, des mesures médicales, des observations comportementales, des schémas d'activité cérébrale, des notes détaillées sur ses habitudes alimentaires, ses cycles de sommeil et ses résultats scolaires, jusqu'au bas du dossier. Peter a trouvé un fil de discussion entre Nan et un certain Ran. Ran, comment a-t-il réagi à la dose d'hier? Non. Il s'est encore plaint de son estomac. Il m'a demandé pourquoi les vitamines lui donnaient une sensation bizarre. Ran, c'est normal. L'amélioration cognitive a des effets secondaires temporaires. Il s'adaptera. Non, et si Peter remarque quelque chose? Ran? Il ne le fera pas. Tu leur donnes un petit déjeuner pendant qu'il est au travail. Continue simplement à suivre le planning. Peter a parcouru des semaines de messages. Vers la fin, le ton a changé. Ran, les relevés de son appareil sont inquiétants. Son niveau de stress monte en flèche. Non, il est silencieux ces derniers temps. Il reste plus souvent dans sa chambre. Ran, j'ai dû augmenter la dose. Il a mal réagi. Pas de panique. On s'en occupe. Non, comment ça, mal réagi? Ran, son corps rejette le composé améliorant. Il faut ajuster la formule. Non, est-il en danger? Ran,
il y a toujours un risque avec Breakthrough Research. C'est pourquoi l'indemnisation est si généreuse. Le dernier message était daté de 2 jours avant la mort de Weston. Ran, s'il arrive quelque chose, on s'en tient à l'histoire. Défaillance organique aiguë, affection sous-jacente, malchance. Tu seras indemnisé dans tous les cas. Peter ferma l'ordinateur portable et s'assit dans le bureau sombre. Sa femme empoisonnait leur fils pour de l'argent. Elle avait fait de Weston un sujet d'expérience, et quand il en fut mort, sa première préoccupation fut de dissimuler l'incident. Des phares balayèrent le jardin. La voiture de Nan s'engagea dans l'allée. Peter entendit la porte d'entrée s'ouvrir, ses clés heurter le bol sur le plan de travail de la cuisine. Ses pas résonnèrent dans la maison, montant l'escalier jusqu'à leur chambre. La douche se mit à couler. Peter fouilla dans ses affaires. Au fond de son placard, derrière des chaussures qu'elle ne portait jamais, il trouva une petite boîte en carton. À l'intérieur se trouvait un téléphone jetable qu'il n'avait jamais vu auparavant. L'historique des messages indiquait des mois de communication avec des romantiques. Peter parcourut conversation après conversation à propos de dosage, de paiement et de couverture. Ran, es-tu sûr qu'il ne se doute de rien? Non. Peter n'est pas très observateur. Il passe toute la journée dans son atelier et rentre fatigué. Tant que je m'occupe du volet médical, il ne pose pas de questions. Ran, tant mieux. L'essai doit durer encore 6 mois pour générer des données utiles. Non, que se passe-t-il après ça? Ran, tu obtiens ta promotion. Je fais publier mes recherches. Weston bénéficie d'avantages cognitifs qui lui seront utiles toute sa vie. Non, et si Peter l'apprend, Ron, lui, ne le saura pas. Mais s'il l'apprend, tu pourras toujours partir. Je t'avais dit que je prendrais soin de toi. Peter relut cette dernière phrase 3 fois. Sa femme ne faisait pas que des expériences sur leur fils pour de l'argent. Elle avait prévu de le quitter. La douche s'arrêta. Peter reposa le téléphone et retourna dans la chambre. Quand on retira son peignoir, il était assis sur le lit. « Comment était ta sœur » demanda-t-il. « Bien. On a parlé des préparatifs de la cérémonie funèbre. » Elle s'assit devant sa coiffeuse et commença à se brosser les cheveux. « Tu as dîné » ? Je n'avais pas faim. Dans le miroir, Peter vit Nan scruter son visage. « Tu dois prendre soin de toi, Peter. Weston ne voudrait pas que tu arrêtes de manger, n'est-ce pas? Weston ne voudrait pas de beaucoup de choses. » Nan arrêta de se brosser les dents et se retourna. « Qu'est-ce que ça veut dire? » Rien. Je vais dormir à l'atelier ce soir. J'ai du travail à finir. Peter se leva et se dirigea vers la porte. Derrière lui, Nan l'appela, mais il ne se retourna pas. Peter ne dormit pas. Il resta assis dans son atelier jusqu'à l'aube, tenant une photo que le docteur Harrow lui avait donnée et réfléchissant à tout ce qu'il avait découvert. Un médecin. Le cabinet de Harrow ouvrait à 8 heures. Peter l'attendait sur le parking quand elle arriva. « Tu as l'air en piteux état » dit-elle en déverrouillant la porte latérale. « Tu as trouvé quelque chose ?» Peter la suivit à l'intérieur et sortit son téléphone. Il lui montra les captures d'écran qu'il avait prises de l'ordinateur portable de Nan, les rapports médicaux, les messages, les paiements. Le docteur Harrow relut tout 2 fois. « Ron Maddox » dit-elle finalement. « Je connais ce nom d'où ? Il travaille chez Lanx. Pharmaceutique. J'y travaillais quand j'y travaillais il y a environ 5 ans. » Elle a pris le téléphone et a regardé Peter. « C'est en partie à cause de lui que j'ai quitté. »« Que voulez-vous dire ?» Le docteur Harrow a allumé sa cafetière et a allumé une nouvelle cafetière. Lanx fait de la recherche légale, des médicaments contre le diabète et l'hypertension, mais ils ont aussi une activité secondaire dans l'amélioration cognitive. Noatropique, médicaments intelligents, et Maddox travaille là-dessus. Il dirige le département de recherche cognitive. Très ambitieux, très désireux de repousser les limites de l'éthique. Elle a marqué une pause pendant que le café infusait. Il y a 5 ans, il a proposé d'utiliser les enfants d'employés de l'entreprise pour des essais sur un nouveau composé améliorant les fonctions cognitives. Il a dit qu'il serait plus facile d'obtenir le consentement des parents qui comprennent la science. Que s'est-il passé? Le comité d'éthique a rejeté l'idée. Trop risqué, trop de variables avec des cerveaux en développement. Maddox était furieux. Il a argué que nous étions trop conservateurs, que d'autres pays
faisait des progrès pendant que nous nous préoccupions des formalités administratives. Peter a senti ses mains se crisper. Alors, il a décidé de le faire quand même sans le comité d'éthique, sans consentement éclairé. On dirait bien. Le docteur Harrow a versé du café dans 2 des tasses. L'appareil que nous avons trouvé à Weston est sans aucun doute un système de surveillance. Il suivait le rythme cardiaque, la tension artérielle, l'activité neuronale, les hormones du stress, et recueillait des données en temps réel sur l'effet des médicaments sur lui. Et n'en savait tout cela. D'après ses messages, elle était volontaire. Peter but son café et essaya de réfléchir. Les preuves étaient accablantes, mais elles avaient été volées. Rien ne tiendrait devant un tribunal. Mais Peter ne pensait pas au tribunal. Que se passerait-il si cela était révélé au public, demanda-t-il. Lennox serait poursuivi au niveau fédéral. Les expérimentations humaines non autorisées, surtout sur des enfants, sont passibles de lourdes sanctions. Maddox perdrait sa licence médicale et irait probablement en prison. N'en serait également poursuivi, et Weston serait toujours mort. Le docteur Harrow hocha la tête. Je suis désolé, Peter. Je sais que cela ne le ramènera pas. Peter se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, Arbor Ridge réveillait les gens qui allaient au travail en voiture, les enfants à l'école à pied. La vie normale continuait. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, dit Peter. Quoi? Continuez l'autopsie. Résultat discret encore quelques jours. Ne déposez rien d'officiel pour l'instant. Peter, j'ai des obligations légales. Plus que quelques jours pour trouver une solution. Le docteur Harrow observa son visage. Qu'est-ce que vous préparez? Rien d'illégal, mais je veux qu'ils croient qu'ils s'en sont tirés. Pour l'instant, elle resta silencieuse un long moment. Je pourrais retarder le rapport final d'1 semaine, peut-être 2. C'est tout ce dont j'ai besoin. Peter se rendit directement à la quincaillerie de Dean Cutler. Dean était propriétaire de Arbor Ridge Hardware depuis 8 ans, depuis qu'il avait quitté l'armée et décidé qu'il en avait assez de recevoir des ordres de gens en costume. Peter trouva Dean dans l'arrière-boutique, aux prises avec un ordinateur qui semblait sortir tout droit d'un musée. J'ai besoin de votre aide. Dean jeta un coup d'œil à Peter et s'éloigna immédiatement de l'ordinateur. Ils se connaissaient depuis 12 ans et avaient servi 2 fois ensemble en Irak. Dean pouvait lire les humeurs de Peter mieux que quiconque. Quel genre d'aide? Peter sortit son téléphone et montra à Dean les messages entre Nan et Ron Maddox. Dean les lut. Ils les embrassèrent lentement, son expression se durcissant. Il faisait des expériences sur Weston. Dean dit que ce n'était pas un problème pendant des mois, lui donnant des médicaments, le surveillant avec une sorte d'implant. Quand ça l'a tué, ils ont étouffé l'affaire. Dean posa le téléphone et se laissa aller dans son fauteuil. Que veux-tu faire? Je veux tout savoir sur Lanx Pharmaceuticals et Rhomatic. Ça va demander du travail. Je paierai le prix fort. Dean hocha lentement la tête. Ce n'est pas une question d'argent, Pete. Mais ça va être dangereux. Je sais. Donne-moi 3 jours, peut-être 4. Dean prit un carnet. En attendant, tu dois te comporter normalement. Ne laisse pas Nan savoir que tu soupçonnes quoi que ce soit. Peter rentra chez lui en pensant retourner voir la femme qui avait empoisonné son fils pour de l'argent. Ce soir-là, Peter apprit plus de détails en fouillant dans les dossiers de Nan. Weston recevait des injections de Nan, déguisées en injections de nutriments pour se concentrer. C'étaient des prototypes de neuroaméliorateurs. L'appareil trouvé en lui était. Un nœud de capteur transmettait des données biométriques internes au serveur de données de Linux. Nan avait inscrit Weston à l'essai sans son consentement en échange de $150 000 sous la table et d'une promotion. Peter trouva des relevés bancaires indiquant les paiements, soit le montant exact promis par Ran. Le lendemain matin, Peter attendit que Nan descende prendre son petit déjeuner. Elle s'occupa de sa tartine habituelle au café, vérifiant les messages sur son téléphone. « Il faut qu'on parle », dit Peter. Nan leva les yeux de son téléphone. « À propos de quoi ? » ? De ce que tu as fait à Weston. Une lueur passa dans ses yeux. La peur fit vite place à la confusion. Je ne comprends pas. Peter sortit des copies imprimées des messages échangés entre elle et Ran. Injection de nutriments, amélioration cognitive, dispositif de surveillance, $150 000 de paiement. Son visage se vida. Elle posa sa tasse de café, les mains tremblantes.
Peter, je peux t'expliquer. Explique-moi quoi? Comment tu as accepté d'utiliser notre fille comme sujet de test? Comment tu l'as empoisonné pour de l'argent? Comment tu l'as regardé mourir et tu as appelé ça de la malchance? Noès les mains tremblaient. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Les médicaments étaient sûrs. Ran avait promis qu'ils l'étaient. Sans danger pour qui? Sans danger pour l'entreprise pharmaceutique qui vous a payé pour expérimenter sur des enfants. Vous ne comprenez pas les recherches que nous menons. Les bénéfices potentiels pour l'avenir de Weston. Weston n'a pas d'avenir. Il est mort parce que vous l'avez vendu à votre petit ami. Des larmes ont commencé à couler sur les joues de Nan. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je pense que vous avez une liaison avec un homme qui expérimente sur des enfants. Je pense que vous avez inscrit notre fils à des essais cliniques illégaux sans le lui dire ni à moi. Je pense que vous comptez me quitter pour quelqu'un qui vous a convaincu que la mort de Weston était un dommage collatéral acceptable. Peter, s'il vous plaît. Vous avez fait ça pour l'argent et une promotion. Vous avez transformé notre fils en rat de laboratoire. Nan a tenté de détourner l'attention, reprochant à Peter son absence émotionnelle, insistant sur le fait qu'elle l'avait fait pour l'avenir de Weston. Peter n'a pas élevé la voix. Il n'a rien dit. Il s'est juste levé et est sorti de la cuisine qu'il avait quittée pour avoir pleuré au petit déjeuner. Table. Cet après-midi-là, Dean a appelé pour donner des nouvelles. Son contact à Portland, un spécialiste du renseignement de la XNSA, fouillait Lanx Pharmaceuticals. Votre ami est rapide, a dit Peter en arrivant à la quincaillerie. Jake ne plaisante pas. Voici ce que nous avons découvert. Dean a étalé des documents sur son bureau. Lennox mène des essais non autorisés sur des enfants depuis 2 ans. Au moins 12 enfants de la région de Portland ont participé aux expériences de Maddox. Sont-ils encore en vie? La plupart, mais plusieurs ont eu de graves problèmes de santé, des convulsions, des lésions organiques et des changements de comportement. Peter a étudié des rapports médicaux montrant des enfants ayant souffert d'effets indésirables aux mêmes médicaments qui ont tué Weston. Il y a plus, a dit Dean. Jake a réussi à soudoyer un technicien de Lennox pour extraire des communications internes. Dean a remis à Peter un email imprimé de r.mmadix@lanx.com à richards@lanx.com. Sous réserve d'un ajustement du protocole s'il décède. Nous disons qu'il s'agissait d'un trouble latent. Passez à autre chose. Soyez sobre. Vous recevrez quand même votre indemnité. La recherche est trop importante pour s'arrêter maintenant. Peter relut l'email 2 fois. Il préparait la couverture de Weston avant même sa mort. Je veux le tuer, dit Peter doucement. Je sais, mais nous allons faire mieux. Nous allons détruire tout ce qu'il a construit. Le contact de Dean avait une information de plus qui a tout changé. Jake pense que nous pouvons obtenir les données réelles de l'appareil de surveillance. Dean a dit celui qu'ils ont trouvé dans le corps de Weston. Quel genre de données? Tout ce que l'appareil a enregistré pendant qu'il était à l'intérieur de lui, audio, données biométriques, peut-être même vidéo s'il utilisait une technologie de surveillance avancée. Peter sentit un frisson lui envahir la poitrine. Vous dites que nous pourrions avoir des enregistrements de ce qu'ils lui ont fait. C'est possible, mais nous devons confier l'appareil à quelqu'un qui puisse rétroconcevoir le stockage des données. Le lendemain, Peter apporta l'appareil du corps de Weston à un ami à Portland, un ingénieur militaire nommé Tom Rodriguez, spécialisé dans les systèmes de surveillance électronique. Tom avait servi avec Peter en Irak et savait comment extraire des informations d'équipements endommagés. C'est sophistiqué, dit Tom. Dit-il en examinant l'appareil à la loupe. Surveillance biomédicale, transmission sans fil et ce qui semble être un stockage de données embarquées. Tu peux récupérer les données? Donne-moi 2 jours. Peter attendit. Quand Tom appela, sa voix était grave. Pete, tu dois venir voir ça en personne et amener ton ami Dean. Tu vas avoir besoin de témoins. Peter et Dean se rendirent à l'atelier de Tom à Portland. Tom avait connecté l'appareil à un système informatique qui occupait la moitié de son garage. J'ai pu récupérer environ 3 mois de données stockées. Tom mentionna des enregistrements audio, des mesures biométriques et des séquences vidéo provenant de ce qui semble être une microcaméra. Tom appuya sur « Lecture » sur son ordinateur. Peter entendit d'abord sa propre voix, distante et étouffée. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui, mon pote ?» Puis la voix de Weston, claire et déchirante. « Ça s'est bien passé,
Papa. J'ai encore mal au ventre. Ça a été enregistré 6 semaines avant sa mort, dit Tom doucement. L'enregistrement suivant était différent. La voix de Nan près du micro. Voilà ta dose de vitamine, ma puce. Ça t'aidera à mieux te concentrer à l'école. La voix de Weston s'était atténuée. Maman, ces vitamines me donnent une sensation bizarre. Comme si mon cerveau fuyait. C'est juste ton cerveau qui se renforce, chérie. Ça va bientôt s'arrêter. Peter ferma les yeux et écouta la voix de son fils décrire les médicaments qui le tuaient. Weston avait essayé de leur dire que quelque chose n'allait pas, mais Nan l'avait convaincu que c'était normal. Il y a autre chose, dit Tom. Des enregistrements de conversations téléphoniques entre ta femme et un certain Ran. Le fichier audio suivant était dévastateur. La voix de Ron enseignant à Nan comment prendre sa dose au téléphone a augmenté à 20 mg cette semaine. Ses marqueurs de stress sont élevés, mais c'est normal pendant la phase d'adaptation. La voix de Nan, il fait des cauchemars. Et il m'a demandé hier pourquoi les vitamines avaient un goût de médicament. Ran, explique-lui leur nouvelle formule. Les enfants s'adaptent rapidement aux améliorations cognitives si on maintient un dosage constant. Peter écouta des dizaines d'enregistrements, des conversations sur son fils comme s'il s'agissait d'un appareil de laboratoire. Des discussions sur les effets secondaires comme s'il s'agissait de désagréments mineurs. Des plans pour ajuster les dosages lorsque le corps de Weston commencerait à rejeter les médicaments. C'est tout ce dont nous avons besoin, dit Dean. Des preuves audio des expériences non autorisées, des preuves de la dissimulation, des enregistrements où il discutait des souffrances de Weston comme s'il s'agissait de données. Peter fixait l'écran d'ordinateur qui montrait les courbes de la voix de son fils décédé. Copiez tout. Chaque fichier, chaque enregistrement, chaque donnée. Quel est le plan ? Demanda Tom. Nous allons nous assurer que tout le monde sache ce qu'ils lui ont fait. Peter décida de commencer par une frappe chirurgicale. Au lieu de signaler immédiatement les forces de l'ordre, il préférait voir Ran et Nan paniquer tandis que leur monde s'écroulait autour d'eux. Jake, le contact de Dean, avait trouvé un blog indépendant sur l'éthique en biotechnologie, appelé Medical Truth, spécialisé dans la dénonciation des fraudes pharmaceutiques. La blogueuse, le Dr Sarah Shawn, était une ancienne enquêtrice de la FDA qui s'était forgé une réputation en dénonçant les abus des entreprises. Peter lui a envoyé anonymement la première partie des données, les enregistrements de Nan administrant des injections à Weston, ses plaintes concernant ses nausées, ainsi que les courriels échangés entre Nan et Ran discutant de la dissimulation. L'affaire a éclaté un mardi matin. Une société pharmaceutique accusée d'expériences secrètes sur des enfants titrait, avec des extraits audio de la voix de Weston décrivant comment les vitamines lui donnaient l'impression de fuir. L'histoire a immédiatement fait fureur. D'autres sites web d'éthique médicale l'ont reprise, puis les chaînes d'information locales, puis les médias nationaux. À midi, Lennox Pharmaceuticals était en tête d'affiche sur les réseaux sociaux. Lennox a émis un démenti mitigé. Nous nions catégoriquement toute activité de recherche non autorisée. Nos protocoles respectent, voire dépassent, toutes les normes fédérales de sécurité, mais les enregistrements parlaient d'eux-mêmes. Les médias ont diffusé des extraits de la voix de Weston, n'en discutant des dosages de Ran et planifiant la dissimulation. La réaction du public a été immédiate et furieuse. Peter a observé depuis son atelier le rassemblement de cars de presse devant le siège de Lanx. Des journalistes ont tenté d'interviewer des employés à leur sortie du bâtiment. Les cours des actions ont chuté. Nan fut convoquée à des réunions chez Lanx. Elle rentra chez elle le soir même, l'air bouleversé. Il y a eu une faille de sécurité au travail, dit-elle à Peter. Quelqu'un a divulgué des données de recherche. Confidentielles. Quel genre de données ? Des enregistrements audio ? Des communications internes. L'entreprise mène une enquête approfondie. Peter hocha la tête avec compassion. Ça a l'air sérieux. Ça l'est. Ran pense qu'il pourrait s'agir d'espionnage industriel, d'un concurrent qui tente de nuire à nos recherches. Cette nuit-là, Peter reçut un SMS de Dean. Ran panique. Jake a intercepté ses communications. Il essaie de détruire des preuves et compte tout rejeter sur des employés malhonnêtes. Peter eut un sourire sombre. Qu'il panique. Qu'il se démène pour brouiller les pistes et se pointe du doigt. Il n'avait pas fini. Le lendemain matin, Peter fit ses valises et quitta la ville pour une semaine. Il dit à Nan qu'il avait besoin d'espace pour faire son deuil, de temps loin des souvenirs de Weston. Elle semblait soulagée de son départ.
Peter se rendit dans un chalet que Dean possédait dans les montagnes de l'Oregon et attendit. Il suivait la couverture médiatique du scandale hellénique, observait la chute continue du cours de l'action et planifiait sa prochaine action. Après une semaine passée à laisser Ran s'inquiéter, se demandant qui avait divulgué les enregistrements et quelles preuves existaient, Peter était prêt pour la phase finale, il retourna à Harbor Ridge et appela Dean. Il était temps d'en finir. Peter expliqua que Jake, le contact de Dean pour les renseignements, avait été occupé pendant la semaine d'absence de Peter. Il avait localisé le site d'essai rural de Lennox, un entrepôt reconverti à 24 km de Portland, où ils menaient leurs recherches les plus sensibles. C'est là qu'ils conservent les données de sauvegarde, expliqua Jake en montrant à Peter les photos satellites de l'installation. Tout ce qui n'est pas stocké au siège principal est archivé ici. Dossiers financiers, données expérimentales, communication entre chercheurs, sécurité, minimale. De garde, un système d'alarme rudimentaire, aucune surveillance fédérale, car officiellement, cette installation n'existe pas. Peter étudia les plans du bâtiment que Jake avait obtenus. Le coffre-fort souterrain était accessible par un tunnel de service relié au système mécanique du bâtiment. Comment y entrer? Dean connaît la région grâce à sa formation militaire. Un ancien chemin forestier mène à l'arrière de la propriété. On peut y accéder à pied après minuit, lors de la relève de la garde. 3 jours plus tard, Peter et Dean se dirigèrent vers le site de test dans le camion de Dean, la benne chargée d'outils et de matériel. Ils se garèrent à 3 km et traversèrent une forêt dense pour atteindre le site. Le bâtiment ressemblait à n'importe quel entrepôt industriel, murs en béton, toit en tôle, quai de chargement pour camions. Mais les nombreuses caméras de sécurité et la clôture en barbelé révélaient sa véritable fonction. C'est là, chuchota Dean en désignant un point d'accès au service public près de l'arrière du bâtiment, qui devait être relié au réseau souterrain. Ils avancèrent prudemment, évitant les caméras de sécurité que Jake avait cartographiées pour eux. Dean coupa la clôture pendant que Peter montait la garde. L'accès au service public menait à un tunnel qui passait sous le bâtiment. Le coffre-fort de données devrait être juste au-dessus de nous, dit Dean en vérifiant ses plans avec une petite lampe de poche. Ils trouvèrent le panneau d'accès que Jake avait identifié comme une trappe de maintenance menant directement au stockage souterrain. Peter grimpa le premier et déboucha dans une pièce remplie de serveurs et de matériel informatique. C'est ça, dit Peter d'une voix calme. Le coffre-fort contenait tout, disque de sauvegarde, serveur, classeur rempli de documents imprimés. Peter pouvait voir des étiquettes indiquant des données de recherche remontant à 5 ans. Toutes les expériences illégales de Maddox, toutes les preuves de maltraitance d'enfants, tous les relevés financiers attestant des paiements aux parents. Dean tendit à Peter un appareil qui ressemblait à un petit cylindre métallique. Une charge de thermite. Sa combustion suffirait à faire fondre tout ce qui se trouvait dans cette pièce. Peter plaça l'appareil parmi les serveurs et actionna le minuteur. Ils avaient 15 minutes pour quitter le bâtiment. Ils rebroussèrent chemin par le tunnel et retournèrent dans la forêt. À 3h17 précises, le coffre-fort souterrain explosa dans un éclair de lumière blanche. La thermite brûla à 4000 degrés Celsius, transformant l'acier et le silicium en scorie. Au matin, toutes les données de sauvegarde de Lennox étaient détruites. Mais Peter n'avait pas terminé. Cet après-midi-là, il publia tout. L'intégralité des enregistrements audio de l'appareil de Weston. Des images vidéo de Nan lui faisant des injections. Des échanges par courriel entre Ran et Nan concernant la mauvaise réaction de Weston aux médicaments. Des relevés financiers attestant des paiements aux parents, des données médicales sur tous les enfants ayant subi des préjudices. Peter a transmis le dossier simultanément au FBI, à la FDA, à la police de l'État de l'Oregon et à 50 organes de presse à travers le pays. Il a également adressé des copies aux parents de chaque enfant ayant participé aux expériences de Maddox. L'histoire a fait le buzz sur toutes les plateformes médiatiques. Les chaînes d'information ont diffusé en première page un enregistrement audio de West disant que son cerveau avait l'impression de fuir, tandis que sa mère lui assurait que c'était normal. Les enregistrements de Ran et Nan préparant leur article de couverture ont tourné en boucle. Un complot pharmaceutique a été révélé. Des expériences secrètes ont tué un enfant ont fait la une de tous les grands journaux. En quelques heures, des agents fédéraux ont perquisitionné le siège de Lennox. Harbor Ridge n'avait jamais rien vu de tel. Des cases de reportages sillonnaient Main Street. Des journalistes ont interviewé tous ceux qui avaient connu la famille Kandrew. Des équipes de tournage ont filmé l'école primaire où Weston s'était effondré. Depuis son atelier, Peter observait la ville s'embraser.
Toutes les chaînes couvraient l'affaire de la société pharmaceutique qui avait mené des expériences sur des enfants et du père qui les avait dénoncés. Dobby Noonran Maddox avait été arrêté à son domicile. Le FBI l'accusait de complot en vue de commettre une fraude, d'expérimentation humaine non autorisée et de violation de la réglementation fédérale en matière de recherche médicale. Le cours de l'action Lennox s'effondra, perdant 80% de sa valeur en une seule journée. Plusieurs autres dirigeants de Lennox furent inculpés au niveau fédéral. Le département de recherche de l'entreprise fut fermé le temps de l'enquête. Les autorités fédérales commencèrent à examiner toutes les études menées par Lanx au cours des 5 dernières années. Nan fut licencié de Lanx cet après-midi-là. Des agents fédéraux l'arrêtèrent au domicile de sa sœur, où elle se cachait depuis la révélation de l'affaire. Elle fut inculpée d'homicide involontaire, de mise en danger d'enfants et de complot en vue de commettre une fraude. La couverture médiatique fut incessante. Des photos de Weston apparurent sur tous les sites d'information. Des extraits audio de sa voix furent diffusés sur les radios de tout le pays. L'histoire avait tout le complot des entreprises trahissait la confiance. Un enfant innocent tué par les adultes qui auraient dû le protéger. Ce soir-là, le téléphone de Peter a sonné. L'identifiant de l'appelant a montré le numéro de Nan. Il a répondu sur le 3e anneau. « Vous détruisez ma vie », a déclaré Nan. Sa voix était creuse, vaincue. Peter était silencieux pendant un moment, en pensant à la voix de Weston sur ses enregistrements, demandant pourquoi les vitamines le faisaient se sentir malade. Vous en avez terminé un meilleur, il a dit qu'il avait raccroché. Le téléphone ne sonne plus 3 semaines plus tard. Peter s'est assis dans le bureau de Catherine Morrison, l'un des avocats de la faute professionnelle médicale les plus éminents de Portland. Morrison s'est spécialisé dans les litiges pharmaceutiques et avait constitué sa réputation de s'occuper des entreprises qui mettent les bénéfices avant la sécurité des patients. C'est le cas le plus fort que j'ai vu en 20 ans, a déclaré Morrison, en révisant des documents répartis sur notre table de conférence en acajou. Les preuves sont écrasantes. Les dommages sont clairs et les défendeurs n'ont aucune défense. Quel type de règlement regardons-nous? Nous ne nous installons pas, monsieur Kandrou. Nous allons être jugés et nous allons faire payer la Nox à chaque centime qu'ils vous doivent. Morrison a ramassé un document juridique. Il y a autre chose que vous devez savoir. Le consentement forme que votre femme a signé pour la participation de Weston, ils sont légalement invalides. Que voulez-vous dire? Elle les a signés en utilisant son nom de jeune fille, Nan Richard. Sans votre signature ou votre consentement. En vertu de la loi fédérale, les 2 parents doivent donner un consentement éclairé à toute recherche médicale impliquant des mineurs. Depuis que vous n'avez jamais été consulté, l'ensemble du procès n'a pas été non autorisé. Peter ressentait une sombre satisfaction. La tentative de Nan de cacher son implication avait créé l'ouverture légale dont ils avaient besoin. Qu'est-ce que cela signifie pour le procès? Cela signifie que Lennox ne peut pas prétendre avoir un consentement approprié. Chaque procédure qu'ils ont effectuée sur Weston était l'agression et la batterie. Leur assurance ne couvrira pas la responsabilité car ils ont sciemment violé les réglementations fédérales. Morrison a exécuté des chiffres sur sa calculatrice. Perte de Villiers, de douleur et de souffrance, frais médicaux, dommages-intérêts punitifs pour inconduite intentionnelle. Nous envisageons un jugement de 15 à 20 millions. Lanx peut-il payer cela? Probablement pas. Ce procès les fera probablement faillite, mais nous pouvons attacher leurs actifs et forcer la liquidation. Peter a pensé aux autres enfants qui avaient été blessés. Et les autres victimes? Nous coordonnons avec des avocats représentant 11 autres familles. Votre cas établira un précédent pour les autres. Lennox est confronté à une responsabilité totale supérieure à 100 millions de dollars. 2 mois plus tard, l'affaire a été jugée. Peter a témoigné de trouver l'appareil dans le corps de Weston, découvrant les fichiers secrets sur l'ordinateur de Nan, en apprenant les expériences non autorisées. Le jury a entendu des enregistrements de la voix de Weston décrivant ses symptômes tandis que Nan lui a assuré que tout était normal. Le procès a duré 6 jours. Le jury a délibéré pendant moins de 2 heures. Ils ont accordé à Peter 22 millions de dollars en dommages-intérêts. En une semaine, Lanx Pharmaceuticals a déposé un bilan. Peter a fait don de l'ensemble du règlement pour établir la fondation Weston dédiée aux cas de soutien aux dénonciateurs et d'éthique médicale des enfants. La fondation aiderait d'autres parents dont les enfants avaient été blessés par des recherches médicales non autorisées. 6 mois après la fin du procès, Peter s'est rendu à la cabine de Dean dans les montagnes de l'Oregon.
Il a apporté avec lui une boîte en carton contenant le dernier des effets personnels, des vêtements, des jouets, des projets scolaires, tout ce qui est resté des 10 années de vie de son fils. La cabine était assise à côté d'un petit lac entouré de pins. Peter a construit un feu dans la fosse de pierre derrière la cabine et a commencé à brûler les choses de Weston une par une. Chaque élément a des souvenirs. Le gant de baseball de Little League, la collection de rock des voyages de camping familiaux, les manuels scientifiques que Weston avait lus au-delà de son niveau scolaire. Peter a sauvé un article pour la fin, un dessin que Weston avait fait 3 mois avant sa mort, montrant les deux en construisant une cabane dans leur arrière-cour. Weston s'était dessiné en train de remettre des outils à son père pendant qu'ils travaillaient ensemble sur la plateforme. « Nous n'avons jamais pu construire cette cabane dans les arbres, mon pote, dit tranquillement Peter. Il plia soigneusement le dessin et le mettait dans la poche de sa veste. Tout le reste est entré dans le feu. Peter est retourné à Arbor Ridge alors que le soleil se couchait derrière les montagnes. La ville avait la même apparence, mais se sentait différente maintenant. Les gens hochèrent la tête dans la rue, lui parla avec respect, teinté de sympathie. C'était l'homme qui avait fait tomber une entreprise pharmaceutique, le père qui avait combattu pour son fils décédé. De retour dans son atelier, Peter a commencé à travailler sur un nouveau projet, un design de banc auquel il pensait depuis la fin du procès. Ligne simple, articulation parfaite, le type de meuble qui durerait les générations. Il a sculpté une petite inscription au dos, la sentinelle. Le banc était pour Weston, une façon de se souvenir de lui qui n'avait rien à voir avec des expériences médicales ou des complots d'entreprise, juste l'amour d'un père pour son fils, exprimé en bois et en artisanat. Peter a encadré le dessin de Weston et l'a accroché au mur de l'atelier où il pouvait le voir pendant qu'il travaillait. La cabane dans les arbres qu'ils n'avaient jamais construite ensemble, l'avenir qui leur avait été volé. Mais la mort de Weston avait un sens maintenant. Les réglementations fédérales ont été modifiées pour empêcher la recherche non autorisée sur les enfants. Des dizaines de familles avaient reçu une compensation pour les souffrances de leurs enfants. Une entreprise pharmaceutique qui traitait des enfants comme des animaux de laboratoire avait été détruite. Peter passait sa main le long de la surface fluide du banc et réfléchit à la voix de son fils sur ses enregistrements, posant des questions sur le fonctionnement des choses, essayant de comprendre pourquoi les adultes de sa vie le rendaient malade. Ils l'ont traité comme un rat de laboratoire. Peter a dit à l'atelier vide.